evening, good morning to everyone. Just one quick word. If you do not speak French, just hit the translation button on the download screen and you will have a translation in English just for you. Mais nous, on va continuer en français pour ce panel. Tend to Watch, le panel Tend to Watch, une habitude d'Unifrance, une façon de faire remarquer, non pas des découvertes parce qu'on vous a déjà vu, vous avez déjà produit, vous avez déjà joué dans d'autres films, mais des acteurs ou des producteurs ou des réalisateurs qui arrivent à un moment clé de leur carrière, à un moment important dans leur carrière professionnelle. Et Unifrance a envie de les saluer, Unifrance a envie de les mettre en avant, et c'est pour ça que vous êtes avec nous, les amis. Alors, vous n'êtes pas les seuls, il y en a 10, là vous n'êtes que 5. Les autres, on va les citer, on a déjà parlé avec eux au Festival de Toronto, mais on va juste les citer et rappeler leur nom. Il y avait Rémi Chaillet, le réalisateur de Calamity, le dessin animé génial, Maïmouna Doucouré, la réalisatrice de Mignonne, Suzanne Lindon, la réalisatrice et l'actrice de 16 printemps, Fanny Liatrade et Jérémy Trouil, les réalisateurs de Gagarine, et Benjamin Voisin, l'acteur d'Été 85, le film de François Ozon. Mais avec nous, pour ce panel, il y a donc, on va commencer par Noé, puisque vous êtes en haut à gauche, Noé Habitat, l'actrice qu'on peut voir en ce moment à Busan dans Slalom de Charlène Favier. On vous avait découvert dans Ava, on vous a vu dans Genèse, et vous êtes absolument époustouflante, si je peux me permettre, dans Slalom de Charlène Favier, qui est sélectionnée à la fois en World Cinema et en Cannes dans la sélection Cannes 2020 au Festival de Busan. Zita qui est juste en dessous de moi, Zita en haut. Zita, on peut vous voir à Busan dans Rouge, mais bien sûr, on sait, vous avez gagné le César du meilleur espoir féminin pour Fatima, c'était en 2016, et on vous a vu chez Mia Hansen-Love, chez Ozon, chez Patricia Mazui, et donc maintenant Rouge de Farid Bentoumi. Camélia Jordana, bon, chanteuse bien sûr, mais actrice, et quelle actrice vous aussi, César du meilleur espoir féminin, c'était pour Le Brio il y a 2 ans, c'est ça? Et là, on peut vous voir dans le film d'Emmanuel Mouret, qui est lui aussi sélectionné à Busan, à la sélection Cannes 2020 et à la sélection World Cinema. Le film, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret. Et juste au-dessus de vous, il y a Anthony Bajon. Anthony, vous avez carrément 2 films à Busan, puisque vous avez La Troisième Guerre et Teddy. Vous y êtes un soldat et un loup-garou, on ne peut pas faire plus différent, quoique. Et vous aussi, César du meilleur espoir, il y a cette année, c'était Au nom de la terre, et aussi Ours d'argent à Berlin pour La prière. C'était il y a 2 ans, c'est ça? 3 ans? J'étais juste nommé au César, je ne l'ai pas eu. Pour Le nom de la terre, vous ne l'avez pas eu? Ok. Nommé alors. Et de l'autre côté, nous avons un producteur, Hugo Sélignac. Hugo, vous avez Mandibule à Busan, mais vous avez une belle année puisque vous avez à la fois Mandibule qui va sortir très bientôt en France, et puis un peu plus tard, vous avez Backdoor. Vous êtes le patron de Shifumi Productions et vous produisez des films aussi différents que La Marche, Le Grand Bain, Le Chant du Loup. Et cette année, donc, un film complètement nawa que j'adore, Mandibule, le film de Quentin Dupieux. Merci à vous 5 de participer à ce panel. Et pour tous ceux qui participent et qui écoutent ça, vous pouvez poser des questions. Allez-y, vous pouvez poser des questions en tapant dans le chat vos questions. Vous pouvez aussi faire des réactions sur Facebook. Elles me seront ramenées et je poserai vos questions. Donc, n'hésitez pas. Mais les questions, c'est moi qui vais commencer. Et je vais commencer par une question que ceux qui sont à l'étranger et qui nous regardent en ce moment se posent peut-être. On vit une période difficile, on vit dans un moment qu'on n'a jamais vu dans l'histoire, je pense, dans notre histoire. Cette crise sanitaire touche tout, partout, et touche notamment le cinéma. Donc la question que se posent peut-être les professionnels qui nous regardent, c'est: on en est où en France? On en est où sur le Covid en France? Est-ce qu'on a recommencé à tourner? Est-ce que ça roule? Les cinémas, comment ça va? Est-ce que vous pourriez nous faire un petit point? Peut-être pas obligé de faire dans le général, vous pouvez aussi nous raconter votre histoire, si ça vous empêche de bosser ou si vous avez repris le boulot. Racontez-nous ça. Qui veut y aller en premier? Attention, sinon c'est moi qui choisis. Eh bien, Camélia, tiens, pouf. Bonjour tout le monde, pardon, du coup j'ai salué personne, j'ai vu que Zita tout à l'heure, donc bonjour à toutes et tous. Écoutez, non, on a de la chance en France parce que les tournages ont repris. Alors il y a certaines contraintes
sanitaires à respecter, hein, comme partout. En termes d'écologie, c'est un peu une catastrophe, mais en tout cas, les tournages ont repris et il y a pas mal de tournages qui ont été décalés justement parce que certaines choses étaient finalement pas si réalisables que ça, malgré, au vu de toutes les contraintes qui étaient imposées et nécessaires pour pouvoir préserver au mieux les gens et essayer de faire en sorte d'aller un peu au travers de cette crise. Du coup, voilà, certaines et certains ont recommencé à travailler et d'autres attendent patiemment que les prépas reprennent pour pouvoir retourner sur des plateaux. Vous avez tous des films en sortie. La promo, elle continue. Normalement, on fait on fait comme une sortie normale. Pardon? Pour tous ceux qui ont des films en sortie, oui. Est-ce que la promo continue? Est-ce qu'on fait comme oui. Comme si ça allait bien? Oui. Alors, faut pas être trop nombreux sur les plateaux. Il y a des distances à respecter et tout ça. Mais oui, on a cette chance-là quand même de pouvoir circuler dans la ville, pouvoir se rendre sur des plateaux pour pouvoir faire la promotion des films, les défendre, raconter pourquoi on a choisi de faire partie de ces histoires-là. Et ça, c'est quand même une grande chance. C'est assez joyeux de pouvoir essayer de donner envie aux gens d'aller quand même dans des salles de spectacle, dans des salles de cinéma. Et ce qui est assez cool d'ailleurs, parce que je crois que c'est peut-être Hugo Sévignac, du coup, qui est producteur, qui pourra mieux nous en parler, mais je crois que dans les cinémas, il y a quand même, contre toute attente, il y a quand même des films qui se retrouvent à faire beaucoup d'entrées et tout ça. Alors, il y en a pour lesquels c'est plus douloureux, mais malgré tout, il y a quand même des films qui sont vus, en tout cas. Le cinéma français se porte bien. Après, ce qui est pas mal, parce qu'on parle que du cinéma français, nous. Hein, donc, du coup, ce qui est pas mal, c'est que tous les Américains partent. Donc, du coup, ça laisse de la place. Et le moindre film, même des petits films d'auteur qui devraient sortir en France, logiquement, sur une centaine de copies, sortent sur 400 copies, du coup, parce que du coup, il y a beaucoup plus de place, ce qui est super. Il y a plein de films qui performent. Évidemment, il y a des films qui ne marchent pas, mais est-ce qu'ils auraient marché sans le Covid? Je ne pense pas. Non, ce qui est dur, en tout cas, pour la distribution et la production, c'est à partir du moment où tu dépenses, en fait, parce qu'on s'adapte, vraiment, comme disait Camille, c'est qu'on a de la chance, on est une industrie qui est quand même très aidée par rapport à d'autres corps de métier. Donc, on s'adapte avec les règles et les gens vont au cinéma. Le plus dur, en fait, c'est l'incertitude de se dire, par exemple, comme un film comme Mandibule qui sort le 18 novembre, Slalom le 4 novembre ou Rouge le 25, c'est quand tu commences à dépenser en marketing, dans tes affiches, dans tes achats de bandes-annonces, quand tu as dépensé, si d'un seul coup les règles changent et qu'on passe par exemple dans une semaine à un reconfinement, tout ce que tu auras dépensé, c'est perdu. Et quand on est sur des films de festival, des films d'auteur, et qu'on n'est pas sur des énormes machines de blockbuster, quand tu changes de date, si d'un seul coup, j'étais, par exemple, je parle pour mon cas à Mandibule, si d'un seul coup, je commence à dépenser et qu'une semaine avant la sortie, on est confiné et que je dois changer de date, au moment de la ressortie, mon distributeur, il n'a plus d'argent. Donc, c'est ça, en fait, vraiment. Donc, évidemment, on s'adapte, on n'est pas à plaindre, mais l'incertitude, de ce qui va se passer, c'est toujours compliqué et stressant, mais on s'en sort plutôt pas mal. Hein. Zita, Anthony, Noé, vous avez des films qui sortent là maintenant, donc vous êtes, je suppose, en avant-première à droite à gauche. Anthony me disait avant l'interview qu'il était à Lyon pour présenter Teddy là-bas. Est-ce que vous sentez qu'il y a une différence avec le public? Parce que moi vu de loin, parce que j'habite pas en France, je suis aux États-Unis, j'ai l'impression qu'il y a un vrai soutien du public pour le cinéma, qu'on a presque envie de défendre les salles. Est-ce que vous, en tant qu'acteur, vous le sentez quand vous présentez Slalom ou Rouge ou Teddy C'est vrai que là, on se rend compte aussi de l'importance de faire des tournées province, de se déplacer, d'aller à la rencontre du public aussi pour les remercier d'être là en salle, parce que c'est un risque qu'ils prennent et d'avoir vraiment ce lien-là avec le public. Moi, je sais que pendant la présentation de Rouge en province, je profite de chaque avant-première comme si c'était vraiment la dernière présentation publique qu'on aura l'occasion de faire, parce que, comme disait Hugo, c'est vrai qu'on est dans l'incertitude la plus totale, que là, des nouvelles règles peuvent tomber. Donc,
c'est vrai que moi, j'ai le sentiment de m'accrocher, de prendre énormément de plaisir quand on va à la rencontre du public et beaucoup de reconnaissance aussi du fait qu'ils soient là, qu'ils soient présents, de pouvoir discuter avec eux du film. C'est quelque chose qui est très important. Après, ce qui change aussi beaucoup, je ne sais pas si pour Noé et Anthony, ça leur a fait ça, mais c'est le masque quand on est en débat à la suite d'un film. C'est vraiment très troublant, quoi, parce qu'on ne voit plus du tout les expressions, donc on ne sait pas si les gens tirent la gueule, s'ils ont détesté ou s'ils ont adoré. Et donc, c'est vrai que ça met une espèce de distance, mais en tout cas, moi, j'ai eu la sensation de sentir de la part des spectateurs aussi une réelle envie de retourner dans les salles. Et donc ça, c'est une chance, ouais. Noé, ça vous gêne, vous, le masque des spectateurs? Le masque, si ça m'aide. Ça vous gêne d'avoir les... Bah oui, bien sûr. Moi, je trouve ça dommage, mais en même temps, si ça permet de laisser les salles ouvertes, portons tous. Mais bon, c'est sûr que on voit plus les expressions, on voit plus les sourires, on sait plus ce que les gens pensent. C'est bizarre, mais en même temps, c'est vrai que j'ai été très agréablement surprise le lendemain de l'annonce de Macron du couvre-feu. Moi, j'étais à Bourg-Saint-Maurice pour faire une avant-première, donc c'est en bas des Arcs, dans un village où il n'y a personne. Et en fait, il y avait tellement de monde qu'ils ont ouvert 3 salles et elles étaient complètes. C'est-à-dire sans jauge, sans avoir un siège de libre. Donc, ça fait plaisir et c'est très touchant de voir ça, quoi. Juste après cette annonce-là, que les gens montrent leur soutien pour le cinéma et qu'ils ont quand même envie de sortir et de se retrouver tous ensemble pour aller voir un film. Et ils se protègent parce que c'est important, mais en même temps, ils sont pas terrorisés de l'autre, quoi. Donc, voir ça fait du bien et ça encourage. Et vous, Anthony, vous étiez dans un endroit rare aujourd'hui, dans un festival pour présenter Teddy, puisque vous étiez à Lumière, à Lyon, la semaine dernière. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Bah, déjà, c'est toujours un cadeau de pouvoir vivre la promo à travers les festivals. Après, on voit qu'il y a une vraie appétence de la part des festivaliers, des cinéphiles, des gens qui ont envie de voir des films. Et au-delà de ça, ça raconte qu'au-delà de nous faire un cadeau à nous, il y a un vrai événement qui se crée autour du visionnage des films. Et c'est marrant parce que ça n'a rien à voir, mais moi, je me faisais la réflexion au moment où on faisait les débats. Je me disais, mais en fait, c'est vraiment de nos responsabilités à nous, plus que jamais, de faire des bons films. Parce que ces gens-là vraiment vivent pour ça aussi, vraiment une envie de voir des films, de se vider la tête et tout. Et il y a vraiment un truc de ne pas se foutre de leur gueule, quoi, quand on fait des films. Donc je pense que une responsabilité de faire des bons films encore plus grande qu'avant, pour le coup. Tout à fait autre chose. Moi, j'ai devant moi un panel qui me plaît bien parce que vous représentez ce que j'aime le plus dans le cinéma français, c'est sa diversité. C'est-à-dire que n'y a pas un seul film que vous représentez qui se ressemble. Et ça, c'est vraiment bien. On a une histoire de loup-garou, un thriller écolo, une ou plein d'histoires d'amour en même temps, un film sur le harcèlement sexuel et une autre sur une mouche géante cachée dans un coffre de voiture. Moi, cette diversité, c'est la vitalité du cinéma français. En tant que producteur, en tant qu'acteur, en tant qu'actrice, comment vous expliquez qu'on ait réussi à la garder, cette diversité? Et est-ce que c'est une lutte? Est-ce que c'est un combat pour y arriver? Qui va aller en premier? Allez, moi, je me lance. Oui, en effet, comme vous le dites, c'est vrai qu'il y a pas mal de diversité et que là aussi de se retrouver parmi cette sélection de talents de Ten to Watch, moi j'ai beaucoup d'admiration pour le travail de chacun, donc ça je suis ravie de faire partie de ce casting entre guillemets. Et en effet, c'est quelque chose, je pense qu'il faut, oui, il faut lutter parce que le problème, c'est que parfois, il y a tellement un truc de rendement et de marché aussi qui peut tuer certains films parce que justement, ils vont pas ramener beaucoup d'argent, en gros. Donc,
en effet, c'est quelque chose pour avoir, comme disait Anthony, des grands films et aussi d'avoir énormément de sujets, des façons de filmer différentes. C'est vrai qu'on est très soutenu en France et que je pense qu'il faut continuer à, je dirais entre guillemets, éduquer le public pour pas qu'il se fasse avoir, même si j'aime beaucoup Netflix, etc. Mais parce qu'il y a une offre aussi en ce moment qui se ressemble beaucoup sur les plateformes et je pense que c'est important de continuer à avoir les salles ouvertes pour pouvoir faire en sorte que le public ait encore l'habitude d'aller au cinéma pour pas qu'il perde cette habitude, pour proposer aussi une autre vision des choses. Et je pense que en ce moment, en effet, c'est des questions brûlantes et de faire en sorte que cette diversité continue et qu'il n'y ait pas une vision unique du monde qui soit proposée. Donc ouais. Est-ce qu'on en est conscient dans ces choix, Hugo, quand vous démarrez un film, vous pensez je veux continuer à pouvoir raconter cette histoire, que ce soit un film d'action, que ce soit un film pour toi, que ce soit une comédie ou qu'elle soit différente, quoi. Bah oui, 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 non, mais c'est vrai pour reprendre ce que disait Zita, c'est qu'on a une chance inouïe. Hein. Je veux dire, c'est que, bon, après, Mandibule, lui, n'a pas été spécialement aidé. On n'a pas eu l'avance sur recette, on n'a pas eu d'aide, mais les films de Quentin sont souvent très, très aidés par l'État. Et je pense que c'est primordial de continuer et de se battre pour cette exception culturelle française. Parce que quand on voit ce qui se passe dans le monde sur le cinéma indépendant, c'est quand même très, 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 très compliqué. Et c'est ça ce qui apporte à la France sa diversité et continuer à faire des films différents. Et surtout, c'est qu'on se rend compte que des films qui, sur le papier, ne devaient pas marchent quand ils sont bons. Je veux dire, c'est qu'il faut continuer à faire des bons films. Et les bons films, il y a des films à 100 000 euros, des bons films à 40 millions d'euros. Moi, je pars du principe qu'il faut faire des bons films. Et c'est vrai qu'en France, on est aidé à faire des choses différentes. Voilà. Et je pense, moi, je reste sur mon désir de faire des bons films. Après, moi, que ça soit un film à 100 000 euros, je n'ai jamais fait, mais 2-3 millions d'euros ou 20 millions d'euros, je veux que ça marche. Moi, j'ai envie que ça marche parce que voilà, c'est un bon film doit marcher. Ah, on vous perd. C'est Mandibule ne va être la même qu'un film comme Bac Nord, mais à chacun son ambition et à chaque film doit atteindre cette ambition d'aller toucher un public le plus large possible. Donc, moi, je me soucie, enfin, j'essaye de faire des bons films parce que les Français, en tout cas, et à l'international aussi, les bons films voyagent, les bons films marchent. Et il faut se battre pour continuer, surtout, c'est ce que vous disiez, sur la diversité, en fait, de faire des films très différents. Non, mais il y a un autre truc que j'admire beaucoup, c'est aux États-Unis, à Hollywood, les jeunes acteurs, ils vont aller vers ce qu'ils rapportent. Pas ce qu'ils rapportent en argent, mais ce qu'ils rapportent en notoriété, ce qui peut créer une carrière, etc. Tandis que quand je vois ce que vous faites, Noé et Anthony, notamment là, cette année, c'est extrêmement risqué, c'est extrêmement... oui, vous y allez carrément, quoi. Vous avez ces propositions-là, comment on se dirige vers les films qui sont différents, qui sont divers quand on est acteur? Ça vient ou vous les cherchez? Moi, personnellement, je ne me pose pas du tout la question de savoir si je fais quelque chose de différent. Voilà, je rencontre un réalisateur, une réalisatrice, j'aime sa personnalité, j'aime son sens artistique et j'ai envie de travailler avec elle et de défendre le sujet. Voilà, j'y vais. Enfin, puis je suis contente d'aller vivre une expérience humaine. Et puis bon, le résultat du film, c'est bien si il est réussi, si ça fait un beau film, c'est génial, c'est un bonus. Mais si c'est pas le cas, pour moi, c'est pas très grave. Tant pis. Ce qui compte, c'est ce que j'aurais vécu sur le tournage. Donc, c'est comme ça que je vois mes rencontres, quoi. Je suis pas du tout en train de. Je pense que c'est tout le monde. Anthony? Pas en train de. Je vois. Moi, oui, effectivement, on a des propositions de choses un peu différentes et des choses plus conventionnelles. Après, l'idée, c'est aussi de pouvoir faire des paris, que ce soit Noé ou moi, à nos âges, si on ne fait pas des gros paris maintenant,
Après, ce sera compliqué. Moi, ça m'arrive de travailler avec des gros acteurs qui me parlent de propositions qu'ils ont eues et où ils disent ah bah non, parce que franchement, là, je vois pas comment on pourrait faire des entrées ou comment ça pourrait marcher. Et je trouve ça dommage parce que c'est des gens qui sont vraiment très intéressés par le scénario ou le réalisateur, même les comédiens. Donc, je trouve ça con. Après, effectivement, je comprends qu'il y ait des gens qui ont envie de faire des choses plus conventionnelles, mais en même temps, c'est un peu, pour revenir au sujet de tout à l'heure, c'est un peu la fin de la diversité, quoi. Si on se met tous à faire la même chose, c'est un peu dommage. Et je pense que quand on s'est dit, bah, on veut être acteur ou réalisateur ou producteur, c'était aussi dans l'idée d'avoir quelque chose de très éclectique en termes de filmographie. Donc, c'est un peu con de ne pas aller tirer la quintessence de chaque univers si on en a l'occasion, quoi. Camélia, Zita, vous êtes à des moments dans votre carrière, vous pouvez choisir, quoi. Enfin, je suppose que vous pouvez choisir entre vous faire plein de sous dans des grosses comédies pour TF1 ou continuer à faire des films intéressants. Et Camélia, vous allez chez Mouret, vous faites des trucs que vous n'avez jamais fait avant. Zita, dans Rouge, je ne veux pas trop raconter le film, mais il y a une relation avec le père qui est magnifique. Ces choix-là, on en est conscient pour vous dans votre cas, ou on les fait juste parce que c'est juste, on a envie de le faire, quoi. J'avoue que moi, je fais les deux, donc moi, je m'amuse beaucoup en faisant les deux. En ce moment, j'ai 2 films à l'affiche. Il y a Les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret et il y a aussi une grosse comédie qui est distribuée en l'occurrence par TF1. Mais aussi, mais c'est ce qui me plaît beaucoup. On parlait de diversité et en fait, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il est hyper important d'avoir en tête que si les grosses comédies de TF1 ne font pas d'entrée, les mini-films qu'on peut faire, ou comme La Nuit Venue, qui est sorti un peu plus tôt cette année, dans lequel je jouais juste après le confinement, qui est vraiment un tout petit film, comme Hugo l'évoquait, qui a été fait avec moins d'1 million d'euros, enfin vraiment avec un budget en gros vraiment mini. Il faut savoir que s'il n'y a pas de comédie, en fait, d'énormes comédies TF1 ou autres, et que ces films-là ne font pas énormément d'entrées, les autres films à moins d'1 million qui sont vus par 100 000 personnes dans le meilleur des cas ne peuvent pas exister. Donc, moi, je suis ravie de faire les deux, non pas pour ces raisons-là, mais simplement parce que comme le disait très justement Noé, en fait, je crois que quand on fait ce métier, c'est aussi parce qu'on cherche à faire des rencontres. On a la chance de pouvoir se transformer et s'inventer plusieurs fois dans l'année quand ça se passe bien. Et du coup, c'est délicieux de pouvoir le faire de manière différente. Moi, c'est ce que je trouve le plus ludique, en tout cas, dans ce métier-là. C'est la joie de pouvoir inventer quelqu'une ou quelqu'un et donc pouvoir le faire en maîtresse folle, en institutrice folle aux côtés de Vincent de Dienne, ou de le faire face à un comédien qu'on n'a jamais vu au cinéma dans un film dont les 3/4 sont en mandarin pour faire une strippeuse call girl dans un film qui va être très peu vu. Les deux m'excitent tout autant. Après, comme disait Noé encore une fois, on prie et on espère, on allume des bougies, on prend des nouvelles quand les rencontres se passent bien et on croit très fort. On espère que les films seront réussis parce que c'est aussi ce qu'on aime dans l'art en tant que spectatrice et spectateur, c'est pouvoir avoir des objets qui nous emportent et qui nous bouleversent. Mais quand on est du côté de la fabrication, en tout cas, on prend ce qu'il y a à prendre sur le moment et puis on croise les doigts pour la suite. Et en effet, quand le film est réussi, c'est une petite cerise, quoi. Zita, il faut enlever le mute. Pardon. Est-ce que tu peux me redire la question? Non, c'était juste. Quelle question? De quoi me parle-t-elle? C'est juste le fait d'aller vers des trucs plus là. que de cash out, de prendre des gros films ou de trouver les deux comme Camélia. Donc, est-ce que, c'est-à-dire par rapport au choix des films et de se dire, voilà. Oui, par rapport au choix. Alors, la question du choix, c'est pas une question évidente, hein, la question du choix, parce que moi, je comprenais pas trop quand j'étais plus jeune et que je commençais à peine ce métier et que dès qu'on a du travail, on est tellement content. Et donc, et j'entendais et je lisais des interviews d'acteurs, de stars qui me faisaient rêver et qui disaient oui, c'est très difficile de choisir. Moi, je dis prends tout, quoi, parce qu'il y avait un truc, c'est tellement excitant de travailler.
Et ensuite, ouais, la question du choix, en effet, c'est quelque chose je dirais, comme disait Noé aussi, il y a quelque chose des rencontres aussi. C'est vrai que c'est l'énergie d'un réalisateur ou une réalisatrice ou d'acteurs qu'on peut retrouver ou rencontrer sur un projet aussi qui moi, me donne envie. C'est aussi, je me perds un peu, pardon, hein, parce que c'est aussi quoi d'autre? Voilà, c'est le sujet. C'est pas forcément est-ce que ça va faire des entrées ou pas. Moi, je sais que j'ai compris un truc récemment, en fait, le plus important, et ce que Noé a très bien compris, j'ai l'impression, c'est qu'en fait, c'est le moment du plateau, le moment de la création du film, de la fabrication du film. Et puis, de toute façon, le reste, on ne maîtrise pas grand-chose. Donc, comme dirait André Agassi, contrôle ce que tu peux contrôler. Donc, c'est-à-dire d'être sur le plateau, d'essayer de faire de donner le maximum d'être très exigeant vis-à-vis de soi-même et d'être à fond pendant la fabrication et ensuite on verra ce que ça donne. Donc, je ne suis pas sûre d'avoir répondu à ta question, pardon, je me suis un peu perdue. Non, mais c'est la première fois que tu as donc tout va bien. En revanche, si je peux me permettre, et je peux ajouter un petit truc, je crois en revanche que Noé et Anthony, parce que juste au cas où il y aurait un petit doute pour les auditeurs ou les spectatrices, que c'était comme si Zita et moi, qui sommes un tout petit peu plus âgés, je crois que Noé et Anthony avions le choix et pas eux. Et je tiens à dire que je crois, vu leur talent et vu leur filmographie, que c'est pas du tout le cas. Je pense qu'ils ont carrément le choix et qu'ils les font très très bien d'ailleurs. D'accord. Voilà. Il y a une autre caractéristique que j'ai notée sur le cinéma français récemment. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas quelque chose de neuf, mais en même temps, c'est très accentué en ce moment. Le cinéma français en ce moment n'hésite pas à attaquer les problèmes de fond de la société. Parmi vous, il y a 3 films qui vont à fond là-dessus. Évidemment, Slalom avec le harcèlement sexuel. Il y a La Troisième Guerre avec le terrorisme et ses conséquences. Et il y a bien sûr Rouge, qui est un thriller écologique, on peut l'appeler comme ça, sur les boues rouges, en gros, et les rejets des usines. Et puis l'année dernière, il y avait Grâce à Dieu, le film de Ozon, que j'aime beaucoup. Alors franchement, ce n'est pas nouveau, mais on a l'impression qu'il y en a encore plus aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce que c'est moi qui, parce que je vois ça de loin, fais un espèce de système de loupe, ou est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez l'impression que par les temps qu'on vit, le cinéma français a envie de s'engager un peu plus? Noé. Voilà, j'ai décidé. Je pense pas que le cinéma a envie de s'engager un peu plus. Je pense que le cinéma, il est politique depuis que le cinéma existe. Il y a plein de films qui sont politiques, d'autres qui ne le sont pas et qui ont une autre raison d'exister. Là, c'est juste que c'est vrai moi, je parle de mon sujet par rapport aux abus sexuels. Je ne supporte pas quand les journalistes disent c'est un sujet d'actualité. C'est pas du tout un sujet d'actualité depuis toujours. Mais ce qui est d'actualité, c'est qu'on en parle. Et ça, c'est vrai, c'est le sujet du moment. Et tant mieux que la parole se libère, que l'omerta se brise et qu'on puisse en parler. Alors peut-être qu'il y aura des films qui parleront plus de ça en ce moment parce qu'il est temps d'en parler. Après, je ne connais pas le sujet politique de Rouge ou de ton film, mais voilà, je pense que c'est vrai qu'en ce moment, on met l'accent sur les films politiques, mais bon, quand on regarde l'histoire du cinéma, il y en a plein d'autres qui l'étaient avant, quoi. Anthony, La Troisième Guerre, c'est très intelligent sur ce que ça dit sur pas vraiment le terrorisme, mais ce que ça a provoqué, ce que ça a provoqué sur ceux qui le combattent, entre guillemets. Est-ce que pour vous, c'est aussi un film politique, comme le disait Noé? Oui, j'ai l'impression que c'est forcément, avec un sujet comme ça peut être qu'un film politique, et pour autant,
on traite vraiment de l'intérieur, quoi, de ces soldats qui sont. Pour moi, c'est un film sur la solitude, c'est un film sur aussi la quête d'identité de ce personnage de Léo, justement. Mais avant tout, c'est sur un film sur euh, la passivité de ces gens-là qui, pour autant, ont des FAMAS, des armes de guerre avec eux et ne peuvent rien faire. C'est ça que ça raconte. Et pour autant, c'est des gens, quand on les croise dans la rue, on les regarde même pas. Et quand on les regarde, bah, on leur sourit même pas ou on leur dit même pas merci. Alors que si on réfléchit 2 secondes, ils sont là juste pour nous défendre, nous. Et ouais, c'est des gens qui ne demandent pas de médaille, c'est des gens qui sont très silencieux, qui ne demandent aucun compliment, rien. Mais, mais en revanche, nous, on les regarde même pas quand ils passent dans la rue alors qu'ils sont là pour nous défendre, quoi. Et puis Zita, le Rouge, c'est, bon, là, c'est carrément, on peut le dire, un film politique, un film engagé, un film qui y va. Avec en plus des personnages, en plus une vraie histoire, comme je vous l'ai dit déjà, entre un père et sa fille qui est passionnante. C'était l'idée du truc, c'était pour ça que vous y êtes allé? Alors moi, ce qui m'a frappé, comme tu dis, c'est vraiment la relation au début père-fille qui m'a qui m'a énormément bouleversée parce que je trouve que Farid Bentoumi, le scénariste et le réalisateur du film, a très bien retranscrit ce moment-là de bascule. Mon personnage avait mon âge à l'époque quand je l'ai joué, donc 29 ans. Et c'est vrai, ce moment-là, en tout cas, qui moi, m'intéressait beaucoup. Ce moment où, en fait, on voyait les choses quoi, à travers le regard de l'enfant. On ne voyait pas les brèches et que c'est cette bascule avec un regard plus lucide sur les parents, sur le fait que ce ne soient pas des héros sans faille. Et c'est vrai que je trouvais que c'était un film sur comment je l'ai interprété la première fois, quoi, quand je l'ai lu, sur vraiment ce passage de la fin de l'enfance, mais vraiment de l'enfance enfouie, quoi, et de ce nouveau regard en fait que mon personnage pose sur les gens qui l'entourent, sur le décor qui l'entoure. Donc c'est vrai que c'est ça qui m'a d'abord bouleversée et ensuite la question écologique. Mais c'est vrai que moi je suis rentrée dans ce film vraiment par le biais de la famille et c'est ce que je trouve la force du film, c'est qu'on rentre vraiment par la petite porte dans un problème politique et d'ampleur comme ça, quelque chose où on peut tous se raccrocher. Et moi, j'ai pu me raccrocher à ce personnage de Nour, un personnage qui devient lanceuse d'alerte et son destin assez héroïque, qui peut être assez intimidant. Et en fait, par le fait de rentrer voilà, comme ça, par les liens dans une famille, je pense qu'on peut tous comprendre ça et ressentir ça. Et donc c'est vrai que c'est un film qui est engagé, etc. Mais c'est vrai que moi, je ne me suis pas dit, ah, j'ai envie maintenant de faire un film sur l'écologie. C'est ça le sujet, il faut que je trouve un film sur l'écologie. Ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est que j'ai lu le scénario et je me suis dit, c'est super bien écrit, c'est hyper émouvant et j'ai envie de faire partie de cette histoire. Et ensuite, en effet, ce qui est très intéressant quand on fait ce genre de film, je ne sais pas si Anthony aussi a eu l'occasion de faire ça, ou Noé aussi, c'est rencontrer des personnes qui ont été victimes, en tout cas dans le cas de Rouge, de cette pollution, des boues rouges, rencontrer des lanceurs d'alerte, voir la solitude dans laquelle ils sont, etc. De faire aussi tout ce travail de recherche, ce qui fait que ça nous élève un petit peu, quoi. On est curieux quoi, des autres. Voilà. Mais là, c'est marrant parce que ce que dit Zita, moi, c'est ce que j'ai ressenti en regardant le brio. C'est-à-dire que ce qui m'a plu dans le film, c'est l'écriture, le jeu entre vous et Auteuil et tout ce genre de choses. Mais ce que j'ai entendu partout, c'était juste des commentaires sur la diversité, sur ce que le film soulevait, etc. Est-ce que, question très simple, est-ce que ça vous gonfle qu'on parle que de ça et pas du film en lui-même et de votre relation avec Auteuil dans le film, de comment ça marchait? Est-ce que c'était ou pas, ou est-ce que on prend ce qu'on veut? Non, je vous avoue que c'est la première fois qu'on m'en parle sous cet angle et je ne trouve pas que ce soit le film le plus politique dans lequel il m'était donné de jeux. Moi non plus, mais par contre, quand j'entendais la radio en France, tout le monde parlait, la diversité, le machin, tout ça, et c'est pas ça le film, enfin pas du tout, c'est une vraie relation entre une élève et son mentor, enfin aussi. Oui, du coup, je vous avoue que je l'ai même jamais trop
envisagé avec un angle si politique, même si évidemment ça se passe à Assas, qui a une certaine réputation, bien qu'elle ait évolué depuis. Mais voilà, avec ce ponte de l'éloquence qui est pas raciste en plus, mais qui est juste réac et qui donc s'amuse avec les mots parce que c'est la dernière béquille qui lui reste. Et c'est la manière qu'il a d'échanger avec cette jeune femme. Et ce qui est joli, c'est qu'ils vont se retrouver. Et là, on sort complètement du propos politique, justement. Ils vont simplement, à la base, tous les opposent et ils vont se retrouver l'un comme l'autre à avoir besoin de l'autre pour pouvoir avancer et atteindre leur but et se sortir de l'enfer dans lequel ils sont à l'instant T où ils se rencontrent. Donc voilà. Mais sinon, pour ce qui est plutôt de l'enjeu politique, en tout cas dans les choix des films, je crois que en fait, on a tous moins de 40 ans là dans les invités et on est tous, on appartient tous à une génération très spécifique en France et je crois que il y a une conscience en fait malgré nous du monde dans lequel on évolue, de l'état de notre pays, de l'état du cœur des gens dans notre pays, parce qu'on sait qu'on est privilégié, qu'on a des toits, qu'on peut travailler, même encore malgré cette crise qui vient en plus couronner le tout. Mais je crois que malgré nous, vous voyez, on est sur les réseaux sociaux, on suit des gens qui nous touchent, des médias qui nous parlent et qui vont nous dire des choses qu'on ne va pas voir aux 20h sur les grandes chaînes. Et donc, ça fait qu'on est forcément plus connecté au monde dans sa globalité. Et je crois que de fait, quand il y a de jeunes, aussi parce que j'ai l'impression que les réalisateurs et les réalisatrices françaises et français sont de plus en plus jeunes, ce qui est génial. Et ça fait que maintenant que des personnes plus jeunes ont la parole et que ces personnes plus jeunes ont la parole à cette époque, ça fait qu'il y a forcément le fait que les gens aient la parole, ils ont forcément envie de dénoncer des choses qu'ils voient, qu'ils vivent, qu'ils subissent, ou de raconter des récits qui leur parviennent. Et la joie et la force et la puissance du cinéma, c'est quand même ça, c'est la narration de l'intimité. Et de pouvoir du coup raconter les intimités de gens qui sont au cœur de tous ces sujets-là. Je crois que c'est ce qui fait aussi la richesse du cinéma tout court, et d'autant plus celle du cinéma français qui, comme le disait Hugo tout à l'heure, est quand même... voilà, c'est une diversité et c'est une exception culturelle qu'on voit. On a la chance chacun d'avoir des films qui ont été dans des festivals, d'avoir pu un peu voyager, d'avoir pu voir un peu les films qui se faisaient dans d'autres pays. Et c'est vrai que quand on voit la densité de propositions quand même de films indépendants, dits d'auteurs français, c'est quand même exceptionnel. Il y a des films d'auteurs qui sont dans le monde entier, mais il y a une densité et une richesse de propositions françaises qui est assez exceptionnelle. Donc, je pense que voilà, le combo de tout ça peut expliquer aussi l'enjeu politique qu'on décèle et qu'on a l'impression d'observer de plus en plus dans les films français ces dernières années, quoi. Très vite, Hugo, pour conclure, vous recevez beaucoup de scénars de ce genre-là Ouais, je reçois des scénarios pas plus que d'autres, mais je trouve aussi que il y a aussi des messages. Les gens n'ont pas encore vu Mandibule, mais aussi je trouve que tu peux faire passer des messages dans une comédie totalement folle avec une mouche géante sur deux mecs qui essaient de dresser une mouche géante parce qu'ils veulent gagner de l'argent et que leur seul but c'est de gagner de l'argent, et au final quand ça se passe pas, ils se rendent compte que ce qu'ils ont autour d'eux et que l'amitié, et que parfois en fait d'avoir dans une comédie totalement burlesque, tu peux aussi faire passer des messages. Donc du coup je pense que comme dans Le Grand Bain aussi, c'est que même si c'est un film populaire avec des ressorts de comédie, moi je pense que c'est aussi la force du cinéma français en fait, c'est que on peut faire passer des messages de plein de manières différentes. Et je reçois évidemment des films et j'en prépare parce que ça me parle. Et c'est surtout pour ça, en fait. C'est pas tant que je suis à la recherche, c'est que j'ai envie de produire des films qui me parlent et qui me touchent. Et tous ces sujets qu'on évoque, évidemment, me parlent. Après, c'est pour reprendre tous mes camarades, c'est que c'est avant tout des films. Et juste faire un film sur
sur ce sujet ou ce sujet, voilà, moi, je n'ai pas d'impulsion de producteur de me dire, ah, c'est le moment de faire un film sur MeToo, c'est un moment de faire un film sur l'écologie. Il y a un réalisateur qui a une vision, qui a un film, qui a des personnages et une histoire. Et si d'un seul coup, en plus, la petite cerise qui était tout à l'heure le succès, si d'un seul coup, la méga cerise, avant la cerise du succès, c'est que ce film peut faire évoluer, apprendre des choses, faire bouger des choses, bah, c'est extraordinaire. Mais c'est vrai qu'avant tout, produire des auteurs, des réalisateurs qui ont, eux, des choses à raconter et aucune impulsion, en tout cas de mon côté, de producteur, de saisir l'occasion d'une époque pour parler d'un sujet qui comme dit les journalistes pour énerver Noé, voilà, qui est actuel, à la mode. C'est pas si mais. Une chose, ça n'a pas trop été le cas, mais quand on a un film à défendre, on voyage à travers le monde avec ce film, on expérimente la façon dont il est reçu dans plusieurs pays. Camélia, Zita, je vous ai rencontré à Los Angeles déjà, donc vous savez à peu près où sont comment le public réagit différemment par rapport au pays. J'ai envie de vous demander par rapport à cette expérience-là, est-ce que vous sentez que l'image du cinéma français a changé à l'étranger? Je n'ai pas cette impression-là. Et puis, ce qui est très joyeux, en l'occurrence, quand on s'était vu au Colcoa Festival, c'était pour le Brio. Et ce qui était hyper joyeux, c'est que j'ai appris là-bas que, en fait, des producteurs et des distributeurs là-bas avaient vu le film et voulaient l'adapter aux États-Unis, ce qui est toujours en cours. Et du coup, c'est assez... Enfin, c'est la magie de l'art, en fait. Peu importe l'histoire que je raconte, c'est universel, quoi. Et d'ailleurs, c'est comme ça en musique, c'est comme ça en photographie, c'est comme ça au cinéma. Peu importe ce que je raconte, une personne est susceptible d'être touchée par l'histoire que je raconte. Et quand je dis je raconte, c'est le réalisateur ou la réalisatrice. Hein. Donc, pour ce qui est de la réaction du public, voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait une réaction différente, en tout cas, de mon expérience de ce film-là, en l'occurrence. Et maintenant, ouais, non, pour ce qui est du regard sur le cinéma français, on revient sur ce que disait Hugo et cette exception culturelle, en fait. On a la chance, après la Seconde Guerre mondiale, d'avoir des gens qui ont pensé aux petits 10% sur chaque ticket qui permettrait après de financer le cinéma français. Et ça, c'était grave sympa d'y avoir pensé. Et entre-temps, on a quand même... Je veux dire, ça fait partie de l'histoire de la France, en fait, d'avoir du divertissement, alors qui est à la base pour les plus riches, mais qui, à travers les années et même les siècles, en fait, c'est popularisé parce on avait beau avoir un roi qui avait son bouffon, on avait toujours des vaudevilles sur le boulevard et qui n'étaient pas payants et qui étaient sur les grands boulevards et les gens passaient et voyaient du théâtre. Enfin voilà, ça fait partie de la tradition culturelle française, je crois, que d'avoir accès à l'art. Donc je pense que nous, on a la chance d'avoir grandi avec, donc on en a conscience parce qu'on en fait partie. Et à l'étranger, oui, je pense que je sais pas si le regard a évolué, mais je pense qu'il y a toujours de grands cœurs dans les yeux des gens qui regardent ça de leur fenêtre. Mais Hugo, est-ce qu'il y a une autre attente? Parce que depuis quelques maintenant dizaines d'années, le cinéma français, c'est plus seulement du cinéma d'auteur à l'étranger. Enfin, vu de l'étranger, c'est aussi de l'action, c'est aussi du genre. Est-ce que vous sentez cette attente différente? Est-ce qu'un film comme Bac Nord peut voyager aussi? Non, moi, je trouve qu'il y a un truc, alors je ne sais pas si j'aurais à dire ça, sachant qu'on est chez Unifrance, mais il y a quand même depuis 2-3 ans, l'arrivée des plateformes, il y a du super bon aussi pour les producteurs. Je sais que aussi, c'est que dans le sens où, que ce soit sur des projets français ou moi, là, je viens de faire un premier film de Julien Royal, qui est une comédie totalement barrée, que je n'arrivais absolument pas à financer dans le processus du cinéma normal. Et d'un seul coup, tu as aussi des plateformes qui viennent et qui font un pari avec un casting avec que des inconnus, en donnant les moyens aussi à un jeune réalisateur de ne pas tourner son film en 3 semaines, mais de le tourner en 7 semaines, avec de l'ambition. Donc moi, je trouve qu'il y a quand même du très bon aussi dans les plateformes. Et pour rebondir à ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, moi, Le Monde est à toi de Romain Gavras,
Le Chant du Loup, Bac Nord, on l'a vendu à Netflix en fait. C'est qu'on sort en salle en France comme un film voilà, normal, classique, mais dans le monde entier, on est sur Netflix. Et donc sur certaines typologies de films, donc surtout de l'action, où bah, c'est assez extraordinaire parce que moi, Le Grand Bain, qui a fait quand même 4,5 millions d'entrées en France, qui était un énorme succès, on a été genre dans les 5 films de l'année de sa sortie les plus vus à l'étranger. Je crois qu'on était entre 750 et 1 million de spectateurs. Et Le Chant du Loup, on a été vu 65 millions de fois. Donc, Oh, waouh, bravo. la dernière fois, j'étais avec François Civil dans la rue. Il y avait une table il y avait des Brésiliens qui disaient ensemble. Ils lui ont parlé, mais comme à une star brésilienne, parce qu'en fait, parce que d'un seul coup, en fait, on est dans leur télé, en fait. Donc, d'un seul coup, il y a ce rapport-là, comme peuvent avoir en France certaines stars qui viennent de la télé et qui ont un rapport de proximité avec le public. D'un seul coup, je trouve que il y a. Alors, c'est sûr que c'est surtout pour l'instant du cinéma d'action, mais je sais que Teddy, en fait, Teddy était un des films dans lequel Anthony joue, était un petit peu dans la même situation que Mandibule, c'est qu'on devait sortir en fait au printemps, enfin au moment du confinement. Et moi, j'ai été très étonné aussi que des plateformes se rapprochent de moi, se rapprochent de films comme même Maïwen, ou des films très auteurs, justement, avec un désir fort d'aller exporter aussi le cinéma français à l'étranger. Et que moi, j'ai fait des sorties dans. Alors après, tu as toujours le cas des Misérables, le cas des films de Siama et des exceptions aussi de films qui cartonnent à l'étranger. Mais j'ai souvent aussi vu des films qui sortaient dans certains pays sur une copie à New York. Alors, on me dit, oh, c'est génial que tu es sorti aux États-Unis, mais à un moment, une copie à New York, je vais être vu à 90%, je pense, par des Français. C'est vrai que je trouve que les plateformes ont apporté d'un seul coup une possibilité de visibilité sur le cinéma français dingue. Et contre toute attente, évidemment, Le Monde est à toi, Le Chant du Loup, Bac Nord, c'est des films d'action. Mais un Mandibule, dans ce côté un petit peu film de stoner, ils ont vu. On ne l'a pas fait, on le sort en salle, enfin pour l'instant, le 18 novembre, mais ils ont vu la possibilité d'un film, d'une comédie qui pourrait parler en fait à plein de jeunes à l'étranger. Donc du coup, je trouve que les plateformes, elles apportent aussi quand même quelque chose pour le cinéma français à l'étranger super intéressant pour moi. Moi, je ne suis pas stoner, je suis plus jeune, mais j'adore. Alors, j'ai des questions. J'ai quelques questions. Alors, j'ai Mike qui ne dit pas d'où il est, mais qui me pose cette question. C'est une bonne question. Est-ce que le cinéma français accueille les jeunes talents facilement? Dites-moi d'où vous êtes quand vous posez des questions. Ça dépend, hein. Franchement, ça dépend. Il y a parfois des castings sauvages avec des directrices et directeurs de casting sauvages qui font des choses magnifiques et qui vont trouver des gens dans la rue. Parfois, il y a des metteurs et metteuses en scène qui tiennent à avoir des gens pas forcément très connus, mais j'ai l'impression, en tout cas de ma petite fenêtre, que c'est pas tous les jours, c'est pas dans tous les films et il y a encore un petit entre-soi à combattre, mais j'ai l'impression qu'il s'ouvre de plus en plus, justement, comme on disait, parce qu'il y a des réalisatrices et des réalisateurs de plus en plus jeunes qui donc ont un désir aussi de voir de nouvelles têtes, de révéler de nouveaux comédiens, parce qu'il y a aussi pas mal ce fantasme et cette excitation-là chez les réalisateurs et les réalisatrices que de révéler des talents. Après, c'est vrai qu'avec les distributeurs, c'est toujours, j'ai l'impression, un petit combat, non, Hugo? C'est toujours un petit combat. Après, ça dépend des rôles. Je veux dire, non, mais quand on va chercher des jeunes de moins de 20 ans, de toute façon, on va toujours avoir tendance à vouloir aller chercher évidemment des bons comédiens, mais pas spécialement des gens connus. Après, ça dépend des rôles. Moi, ça dépend du budget. Ça dépend. Après, il y a des règles. Hein. Quand je dis des règles, c'est que c'est un moment, c'est que tu peux avoir que des inconnus si tu n'es pas François Ozon ou si le réalisateur n'est pas lui une star. C'est compliqué. Après, tu as aussi des premiers films. Moi, je pense que c'est le but des premiers films. C'est que quand tu vois que un Sherazade qui va découvrir, c'est un premier film qui découvre deux jeunes acteurs. Je pense qu'il y a des projets pour, mais
qu'est-ce que c'est jouissif façon de découvrir des nouveaux talents. Il n'y a pas plus. Enfin, pour un réalisateur, pour un producteur, je trouve que c'est extraordinaire. Et on a quand même trois, quatre. Non, vous êtes tout le monde a eu le César du meilleur espoir. Non, toi, Anthony, tu as été nommé 2 fois, mais tu ne l'as jamais eu. Nommé 2 fois. Ouais, voilà. Mais c'est ça, hein. C'est que je pense que oui, quand on peut, il faut le faire. Mais c'est vrai que j'entends que parfois on ne le fait pas assez. Mais, mais c'est le jeu aussi un moment de si tu veux une chaîne hertzienne, si tu veux ça. Voilà, c'est là où la force d'avoir justement un cinéma qui est aidé par l'État, d'avoir des aides, d'avoir l'avance. Mais si d'un seul coup, tu n'as pas l'avance sur recette, France Télé, tu n'as pas suivi et tu n'as pas de région, bah voilà, c'est pour ça aussi, c'est que c'est ça c'est pour ça qu'il faut se battre en fait aussi pour cette exception culturelle et pour toutes ces aides, c'est qu'en fait elles vont permettre de continuer à faire naître des jeunes réalisateurs, des jeunes acteurs. Et c'est vrai que sans ces aides, si on se remet que au privé, bah, ça sera plus compliqué. Là où moi, Netflix, pour l'instant, vraiment, je suis le gros lourdeau qui parle de Netflix, mais Netflix est assez surprenant. C'est assez surprenant. C'est que moi, 2, 3 fois, je leur ai proposé des projets avec. Alors, attendez, je peux avoir un tel, un tel, un tel. Ah ouais, mais nous, on s'en fout, en fait. Ils s'en foutent vraiment. Je veux dire, c'est qu'après, il y a des projets sur lesquels ils veulent la star et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Mais moi, là, par exemple, je développe un projet avec eux. J'ai donné des noms en fait au début pour essayer de rendre le projet plus sexy. Ils m'ont dit ah, non, non, mais je t'arrête tout de suite. En fait, notre moyenne d'âge, elle a 24 ans en fait. Donc en fait, cette personne, ils ne la connaissent pas. Donc du coup, je trouve que par l'arrivée de plateformes qui changent un peu les règles, j'ai l'impression que c'est les Américains qui changent les règles, mais j'ai l'impression que là, depuis quelques temps, moi, bah, les chaînes françaises, les gros distributeurs français, poussés par la façon de faire des Américains, en tout cas des plateformes, sont en train aussi de changer leur vision de qu'est-ce qu'est une star et privilégier avant tout en fait bah, des films. Je vois bien ce que vous voulez dire, Hugo, mais moi, ce que j'aime, c'est découvrir des nouveaux visages, découvrir des nouveaux talents au cinéma. Quand je vois Anthony dans La Prière, quand je vois Noé dans Slalom, c'est paf, quoi, comme ça, et c'est une évidence. Moi, je vais vous demander à tous les deux, à Anthony et à Noé, c'est un parcours difficile, c'est un parcours qui demande beaucoup de choses, c'est exigeant, c'est difficile de démarrer dans le cinéma. Anthony, ça fait quelques années, à Noé aussi, mais revenez un petit peu là-dessus et expliquez-moi à quel point c'est difficile. On va commencer par vous, Noé. Bah, j'ai pas envie de vous dire que c'est difficile, parce que moi, j'ai eu la chance de débarquer un peu dans le cinéma par hasard. J'ai fait mon premier casting et c'est par mon premier casting que j'ai fait mon premier film qui était Ava. Donc après, tout s'est enchaîné petit à petit. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai la chance de pouvoir travailler toujours avec des gens que j'aime et que je respecte et qui me font grandir. Donc non, c'est pas difficile. Enfin, je veux dire, non, mais après, pour moi, pour nous, on est là à 5, c'est pas difficile. Il y en a qui font des écoles, qui sortent du conservatoire et qui n'ont pas de travail. Donc voilà, après, c'est pas un métier facile, c'est sûr, mais bon, ça va quand même. Enfin, je sais pas, mais... Enfin, ce que vous faites dans Salom, c'est pas évident. Excusez-moi, c'est faux. Non, non, mais enfin, je détériore pas mon travail. Je sais comme ça peut être difficile et comme ça peut toucher l'âme, les émotions. Interpréter un rôle, c'est fatigant, mais c'est enrichissant, surtout quand on travaille avec des personnes qu'on aime. Donc, à partir de là, tout va bien, quoi. Anthony, un petit retour sur les débuts. Et, moi, je crois que j'ai lu que Cédric Kahn avait dit, quand il a vu vos essais, il aurait dit j'ai l'impression de voir Depardieu dans 1900. Ça met un peu de pression, ça, non? Ouais, ça m'a coûté 500 balles, mais c'est cool. Non, en vrai, oui, c'est agréable. Après, moi, j'avais déjà répondu à la presse aussi que je refusais tout de suite cette étiquette et que je voulais pas être associé à qui que ce soit. Ah non, vous avez plein de trucs après qui prouvent le contraire.
Non, mais voilà, Depardieu il a fait une très belle carrière et j'ai envie de faire la mienne sans se comparer à lui ou Patrick Devers, comme ça peut être le cas après. Pour revenir à la question initiale, effectivement, enfin, on fait un des plus beaux métiers du monde et c'est super et on est poussé par notre passion à faire ça et à se lever tous les jours, à apprendre des textes et à vraiment aller pleurer devant une caméra, une équipe technique avec un perchman qui est comme ça, qui se dit, oh là là. C'est ça, et à la fois, moi, je trouve que la difficulté de ce métier, elle réside aussi à pouvoir gérer le truc comme un marathon, c'est-à-dire vraiment avoir un fil conducteur et se dire, bah, je vais essayer de rester sur ce truc-là et de vraiment garder une ligne de conduite par rapport à ce que moi, je voulais au début. Et à la fois pouvoir perdre un peu les spectateurs dans ce truc-là ou aller chercher vraiment quelque chose de très éclectique. C'est pour ça que moi, à titre personnel, quand j'ai fait Teddy, quand on m'a proposé la troisième gare derrière, bah, c'était super de pouvoir enchaîner sur complètement deux choses différentes. Et c'est en ça, c'est il faut trouver une cohérence tout en allant chercher quelque chose qui contraste de film en film. Pour moi, elle est là la difficulté de ce métier. J'ai une question de Stéphane Guez qui me demande un petit mot sur le court-métrage français. Est-ce que c'est une étape essentielle pour vous? Je sais, Anthony, que vous allez tourner votre premier cours dans quelques temps en tant que réal. Est-ce que pour vous, c'est une étape essentielle? Est-ce qu'on peut vous rappeler pour bosser dans des cours? Est-ce que vous êtes ouverte à ça? Mais nous, on vient de le faire avec Noé, pardon, excusez-moi, je prends la parole. Et on vient de le faire avec Noé dans un film qui s'appelle Harmonie, de Céline Gaillard et Olivier Boller. Et c'était avec Alma Jodorowsky. Et c'était super de pouvoir revenir à quelque chose de plus. Enfin, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais quelque chose de plus artisanal, en fait. Quelque chose qui se fait très, très vite, où on fait 4-5 séquences dans la journée et où finalement, on revient à quelque chose d'encore plus ouvrier qu'avant sur les longs, parce qu'il y a quelque chose qui se perd un peu sur les longs où finalement, on a un peu un luxe, on a un HMC, on a du temps pour tourner les prises, on a un budget qui nous permet d'avoir des belles lumières, un beau cadre, des bons techniciens. Et les cours, c'est super parce que c'est aussi c'est un laboratoire, c'est un brouillon. Et pour autant, souvent, ils sont destinés après à faire des longs. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est le suivi. Enfin, nous, c'est ce qu'on se dit avec Noël l'autre jour quand on a fait le cours. C'était surtout dans l'optique après de pouvoir tourner le long, quoi. Oui. Bah oui, voilà. Et puis moi, j'adore les courts-métrages. J'en fais, je continue à en faire. Enfin, je trouve ça, je trouve ça génial comme travail. C'est un exercice complètement différent d'un film. C'est très difficile, en fait, d'écrire un court-métrage. C'est rare que des courts-métrages soient bien. Pas parce qu'ils sont faits par des jeunes réalisateurs, mais parce que l'écriture et le rythme est tout autre et que parfois on s'y trompe. Mais donc j'adore cet exercice, ça permet de rencontrer des personnes encore une fois et voilà, je trouve que c'est nécessaire, c'est une œuvre à part entière et c'est dommage qu'elle ne soit pas plus mise en avant que ça, quoi. Zita, vous avez réalisé cette année votre premier cours, c'est ça? Non, je l'ai réalisé l'année dernière et donc on l'a présenté à Cannes en 2019. C'était avec les talents Cannes Adami. Et l'idée du projet, donc en gros, c'est de mettre en avant des jeunes acteurs. Bon, ce qui est amusant, c'est qu'on avait le même âge. De mettre en valeur des jeunes acteurs qui ne sont pas forcément connus. Et donc, c'est vraiment quoi, moi, ce que j'ai aimé, c'est d'écrire pour des acteurs et essayer de les servir au mieux pour que ce soit aussi pour eux comme une carte de visite. Et pour moi, c'était une vraie expérience et c'était un film à part entière. C'était pas quoi, je pense pas que c'était une espèce de teaser d'un long métrage à venir parce qu'il y a un thème aussi qui est imposé. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que moi, j'ai très envie de passer à la réalisation de longs métrages aussi. Et ça permet d'appréhender un plateau à cette place-là de réalisatrice, de comprendre ce que c'est qu'une prépa d'un film, que la post-production d'un film, d'éprouver un petit peu, voilà, pour comprendre ce que c'est, pour ressentir et pour voir aussi si ça, moi, si ça me plaît. Et donc, je trouve... en fait, je trouve que de toute façon, le court-métrage, c'est une œuvre en soi. C'est un peu au même titre qu'un long-métrage. Pour moi, c'est
bon. Il y a certains courts-métrages qui sont peut-être plus dans l'idée de faire un teaser aussi, et je ne juge pas, je me dis c'est bien aussi pour aller chercher des financements, etc. Mais moi, je trouve que c'est une œuvre en soi, et en tant qu'actrice aussi, là, je vais jouer dans un court-métrage parce que l'histoire m'a beaucoup émue, beaucoup plu, et donc voilà, c'est quelque chose. Je suis très ouverte aussi sur ça parce que je trouve que c'est une œuvre à part entière. On n'a plus beaucoup de temps. Je vais conclure par une question sur laquelle je conclue toujours parce qu'il faut toujours finir en citant François Truffaut. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Il a dit un jour que plus on parle de son village, plus on parle au monde entier. Est-ce que vous avez l'impression que c'est ça le secret de la réussite du cinéma français à l'international? Qui veut y aller? Bah oui. Non, je sais pas si c'est ça le secret de la réussite du cinéma français à l'international, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est ça le secret de la réussite des œuvres. C'est quand comme disait Camélia tout à l'heure, quand on parle de l'intime, et que cet intime ne soit pas une espèce d'intime égocentrique, mais au contraire un vecteur pour toucher le plus de monde possible, parce que c'est le but, c'est ce qui nous donne envie, je pense à tous, c'est de leur raconter des histoires et d'émouvoir aussi par ces histoires. Et en effet, je pense que c'est le plus difficile d'être intime, que ce soit en tant qu'acteur, en tant que scénariste, réalisatrice, et tous les métiers du cinéma. Mais je pense qu'en effet, c'est par ce chemin qu'on arrive à toucher les cœurs. Quelqu'un d'autre? Amélia? Oui, non, mais c'est sûr, c'est ce qu'on disait, et c'est même pas forcément que dans le cinéma, en fait. Je crois très fort à ça, et ça peut, c'est là où j'ai une petite nuance par rapport à ce que tu disais, Zitoun, à l'instant. Ça peut être aussi quelque chose de très égocentrique, enfin, je crois qu'à partir du moment où un être humain décide de coucher sur le papier ce qu'il y a à l'intérieur, a priori, c'est susceptible d'en toucher d'autres, quoi. C'est la beauté de l'art, du cinéma et de l'art de manière générale. Mais oui, il parlait bien, Monsieur Truffaut. Il faisait des bons films aussi. Aussi. Vous avez un autre truc à ajouter là-dessus ou autre chose? Eh bien, Noé, Anthony, Hugo, Camélia, Zita, merci beaucoup pour cette heure passée avec vous. Merci. À l'occasion du Festival de Busan, les 10 to Watch Unifrance. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.